Mais du coup, avançons. Quatrième jeu du jour aujourd'hui. On monte en gamme, je pense, un tout petit peu. Pau Gasol, on va sur Pau Gasol. 9 saisons, mine de rien, sur la décennie, c'est quand même plutôt pas mal. 15 points de moyenne, 31 minutes de jeu de moyenne sur la décennie, 17 700 minutes. C'est quand même plutôt pas mal aussi. Je me souvenais pas qu'il y avait une telle longévité. 59e total de la décennie, 577 matchs. Niveau palmarès sur la décennie et pas au global, il est 3 fois All-Star, mine de rien, sur ses 10 ans. 2011, 2015 et 2016. Et 2 fois à l'NBA également. 2 fois dans la deuxième équipe en 2011 et en 2015 à Chicago. Du coup, au niveau comparaison de draft, il n'y a pas grand-chose. J'ai trouvé sur NBADraft.net, le site est plus vieux que sa draft, mais ils avaient récupéré un article, Tony Kukoc en comparaison. Donc toujours ce thème de comparer européen avec européen, j'ai l'impression. Rien sur Draft Express. Au niveau surnom, alors là je suis intéressé de savoir si tu les as déjà entendus. The Meal Ticket, est-ce que tu as déjà entendu ça? Ah non, pas du tout. On est d'accord. E.T. aussi, E.T., E.T., jamais entendu. Et le Kung Pao. Ça, j'ai jamais entendu non plus. Merci Basketball Référence pour ces surnoms. Sans doute inventés. Son parcours, alors rapidement, il sort du titre en 2010 avec les Clippers, les Lakers, pardon. Il a 30 ans au début de notre décennie, un draft 2001. Et 2011, il est encore très très bon. Il fait même en début d'année de très très belles factures avec les Lakers. 19 points de moyenne cette année-là, 37 minutes de jeu encore avec les Lakers. Des Lakers qui sont en quête du three-peat, puisque rappelons-le, jusqu'à cette époque, Phil Jackson ne gagne des titres que par 3. Et donc là, les Lakers voulaient faire le three-peat en 2009, 10 et 11 du coup, mais ils seront éliminés par Dallas, sweepés par Dallas au deuxième tour des playoffs. Deuxième tour. 2012, pardon, deuxième année sur la décennie, toujours 17 points de moyenne, plus de 17 points de moyenne, 37 minutes de jeu par match. Et en playoff, ça tombe contre OKC au deuxième tour également. Coaché par Mike Brown, si je ne dis pas de bêtises, des Lakers. 2013, Mike Brown se fera virer au bout de 5 matchs. C'est la fameuse année avec Steve Nash et Dwight Howard. Lui, il fait 49 matchs à peine cette année-là, Pau Gasol. Des soucis de blessure. Mike D'Antoni arrive. Il le met un peu en concurrence avec Earl Clark. Je ne sais pas si tu te souvenais de cette concurrence-là. Oui, c'est vrai. 13 points de moyenne du coup pour Pau Gasol, donc ça tombe un peu cette année-là. En playoff, ils se font sortir par les Spurs au premier tour, sans Kobe Bryant malheureusement. 2014, c'est un peu... Lui, il va mieux, il revient un peu, 31 minutes de jeu par match et 17 points, mais l'équipe des Lakers, c'est catastrophique. Kobe est blessé, Dwight est parti, Steve Nash est blessé, c'est la cata, pas de playoff. Et à la free agency, alors que ça commence un peu à ressembler à la fin, pour le coup, on se dit, ça commence, il a quoi, 33-34 ans, bon, c'est pas top. Et finalement, il signe à Chicago, et il va faire 2 très belles saisons à Chicago, dont la première magnifique en 2015, 18 points de moyenne, plus de 18 points de moyenne à Chicago, 35 minutes de jeu par match, une raquette avec Joachim Noah, une très très belle équipe, mine de rien. Et en playoff, il est All-Star d'ailleurs, il est d'ailleurs titulaire du All-Star Game. En face, il y aura son frère Marc Gasol, aussi titulaire pour ce All-Star Game 2015. Bref, en playoff, malheureusement pour Chicago, ça s'arrête au deuxième tour, encore une fois, battu par Cleveland dans la fameuse série des buzzer beaters de Derrick Rose et LeBron James. 2016, toujours 16 points de moyenne par match pour lui, plus de 16 points de moyenne, 32 minutes par match. Malheureusement, pas de playoff à la fin de cette saison-là, coaché par Fred Hoiberg, qui est arrivé pour cette année. Il n'y a plus de Tom Thibodeau. Et puis donc, ensuite, après cette année, free agency, il signe aux Spurs. On s'était toujours dit que ça allait finir comme ça. Et effectivement, il va aux Spurs. 2017, c'est la fameuse année avec Kawhi Leonard qui est en patron. Lui est à 28 minutes de jeu par match dans cette équipe-là. Plus tellement titulaire, à peine titulaire 39 fois sur 65. 12 points de moyenne. Mais mine de rien, j'ai dit, pas mal, un gros rôle quand même. Plus d'une vingtaine de minutes par match. En playoff, ça tombera en finale de conférence contre les Warriors, la fameuse série de la cheville de Kawhi Leonard contre Zaza Pachulia. 2018, il est encore à 24 minutes de jeu par match, plutôt pas mal. À 37 ans, on insiste, à 37 ans, il a encore un gros rôle dans une équipe qui malheureusement, justement, cette fois, sans Kawhi Leonard, c'est l'année de sa blessure, ne fera pas les playoffs. Et puis 2019, pour la fin de sa dernière année en carrière sur la décennie, il fait 27 matchs à San Antonio, il a 38 ans, et puis ensuite il fait 3 petits matchs à Milwaukee pour cette saison-là, et puis 2020 il est blessé. Et donc voilà pour sa décennie, mine de rien plutôt pas mal rempli. Ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'on arrive pour lui, en début de décennie, on est encore sur la fin de son prime, mine de rien, et encore un joueur très 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 important pour les Lakers.
Ouais, je trouve que c'est une décennie qui est un bel exemple de vieillissement en fait, parce que on voit clairement une chute à partir, disons, de la saison 2012-2013, celle de la blessure, notamment dans l'efficacité offensive, Ouais. mais il compense par son intelligence de jeu, par le fait qu'il a toujours été un très bon playmaker, et par, je trouve aussi, un impact défensif qui devient de plus en plus intéressant aussi par son intelligence dans le positionnement. Je me rappelais de lui justement aux Bulls étant assez bon en défense, assez ayant une vraie influence. Ça fait qu'il y a au total ouais, bien 3-4 bonnes saisons, quoi. Euh, bon, la fin est un peu plus oubliable, mais c'est pas catastrophique non plus. Donc, ouais, je trouve que c'est pour un joueur de son âge, comme il y en a eu d'autres dans le classement, et je sais pas, je pense à des Carmelo, à Joe Johnson et tout ça, Ouais. euh, c'est euh, c'est quelqu'un qui a décliné, mais assez lentement, et tout en ayant l'intelligence de s'adapter, certes, mais pas en devenant juste un role player, en, en devenant une option toujours aussi importante, enfin peut-être un peu moins, mais quand même encore très importante, euh, mais qui se, qui se traduisait autrement que par la domination offensive au scoring. Je sais pas si c'est très clair ce que Oui, je oui, dis, non, mais mais tout à fait. Il a eu une meilleure trentaine, on peut dire, que certains autres du classement, ou que ouais. certains autres en NBA, hein. Là, on est début de décennie, on a dit il a 30 ans, donc là, on est sur sa trentaine. Et comme tu dis, jusqu'en 2018, il a des gros rôles avec des bons minutages et une bonne valeur, quoi. Donc c'est quand même assez intéressant cette longévité-là. Son usage en fait ne baisse pas. Oui, oui, tout à fait. Entre son prime et les années suivantes, il reste autour de 20, 22, 23, avec même un pic à 26 dans la dernière année avec les Lakers, quoi. Oui, tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, moi, ça m'a un peu surpris à quel point cet usage n'était pas si gros que ça, quoi, même au début, d'ailleurs, Mm, mm. aux Ouais, c'est Lakers. vrai. Tu vois, de tête, si on m'avait fait deviner, j'aurais dit, bah, il a 27-28% d'usage en tant que grosse option aux Lakers. Finalement, il est un peu plus bas que ça. Mais c'est vrai que on a à la fois la longévité, qui pour lui, on a à la fois le côté, comme je dis, hein, on est encore dans son prime au tout début de la décennie, donc c'est plutôt pas mal. Et puis, par-ci, par-là, en fait, quelques très bonnes saisons sur cette décennie, avec malheureusement autour de ça euh, pas mal d'années un peu ajoutées à la poubelle, peut-être, avec des blessures, des complications ou des équipes nulles, hein, tout simplement. Mais on a quand même un certain nombre d'années d'années à jeter, on a quand même d'autres très bonnes années, si on peut le dire comme ça. Donc oui, tu dis aussi au niveau de la production offensive, effectivement, il est à 22% d'usage aux Lakers et 109 de true shooting plus, c'est quand même plutôt pas mal, hein, plus 9% par rapport à la moyenne. Il y a un trou ensuite, 2013-2014, il est en dessous de la moyenne. 2015, sa belle année, il est à plus 3%. Bon, c'est pas fou, mais sur 25% d'usage, voilà. 2016, ça redescend encore. Donc les fameuses, comme je dis, hein, il y a des belles années au milieu d'années à jeter, c'est un peu ça, on le voit aussi avec l'efficacité. 2017, ça remonte dans un rôle un peu plus mineur, sorti de banc aux Spurs. Et puis 2018 et 2019, ça redescend en dessous de la moyenne, mais bon, là, il est très vieux. Donc, ça fait un peu les montagnes russes. Et je te disais, j'étais un peu déçu de l'usage qui est pas si gros que ça finalement. Et même au niveau de l'efficacité, bon, il y a des années au-dessus de la moyenne, mais il y a rien de fabuleux non plus, quoi. Et je me demande à quel point c'est le fait aussi, on peut l'expliquer par, c'était un créateur offensif, mais qui n'avait pas tant que ça de jeux sans ballon ou d'occasion d'accumuler un peu des points faciles, peut-être si tu vois ce que je veux dire. Oui, je pense que c'est en partie ça, et puis aussi quand on va voir dans le détail, parce que moi aussi ça m'a un peu surpris cette efficacité qui est pas si géniale. On voit qu'à partir de, en gros, 2011, 2012, 2012, 2013, il shoot beaucoup moins près du cercle. Ouais. Il s'éloigne et il commence à shooter beaucoup plus à mi-distance. Bon, ce qui est souvent un signe de vieillissement. Et forcément, on sait que quand on shoot plus à mi-distance, bah, c'est plus difficile d'être efficace. Donc je pense que c'est aussi Oui, ça qui oui, fait oui. que ça va dans une baisse d'efficacité qui vient aussi, à mon avis, avec le fait qu'il a joué dans des équipes qui étaient peut-être un tout petit peu old school dans leur manière de jouer, et qui donc acceptaient sans problème qu'il soit une des premières options offensives tout en étant assez dominant à une distance. Oui. Après, justement, il a jamais été première option offensive Oui. claire. Par exemple, aux Lakers, bah, il était derrière Kobe, évidemment. Il était une option importante.
Et après, quand il est première option, on va dire, aux Bulls, c'est une première option d'une équipe avec beaucoup de responsabilités un peu diluées, on va dire. Oui, C'est ouais, c'est vrai. pas, c'était pas première option héliocentrique. Et même là, je dis, aux Bulls, c'est 2015 notamment, il est à 25%. Et 2016 aussi, 25% d'usage. C'est bien, mais c'est pas non plus énormissime. Donc il y a ce côté un peu montagne russe, je trouve, dans sa décennie en termes d'efficacité, qui est un peu décevant, surtout que c'est pas des volumes de fou, donc un peu, un peu décevant peut-être, un peu à nuancer, mais c'est vrai que l'intérêt aussi de Pogazol, c'était que au-delà du scoring, il y avait surtout un très bon passing, notamment, Ouais. et même plus globalement, passing et même scoring qui s'inscrivaient, les deux s'inscrivaient très bien dans un collectif, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres un peu créateurs individuels. Je pense notamment à Lamarcus Aldridge. Lui, il avait du passing, mais il avait aussi son scoring qui s'inscrivait un peu dans un fond de jeu collectif. Je sais pas si tu me rejoins là-dessus. Ouais, ouais, absolument. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que les équipes de Chicago, qui n'avaient pas beaucoup de spacing, hein, arrivaient quand même à être relativement efficaces. C'est grâce à l'intelligence de jeu de Gasol et puis de Noah qui est Ouais, ouais. à cette époque-là. Parce que sinon, tu avais beaucoup de non-shooters dans cette équipe, dont eux d'ailleurs, qui n'étaient pas des très très bons shooters à 3 points. Et pour moi, c'est ce qui le distingue. C'est pour ça que je l'ai mis un peu plus haut que d'autres là dans le classement. Euh, euh, c'est ce que je voulais dire aussi tout à l'heure par le fait qu'il a bien vieilli, c'est qu'il y a cette intelligence de jeu qui se voyait en attaque par le passing et en défense par le positionnement, par le playmaking défensif, qui font il est resté très utile à un collectif très vieux. Oui, Et oui. ce qui n'est pas possible avec DeAndre Jordan, on le voit bien, parce que quand un jeu qui se joue énormément sur les qualités physiques, et qu'il n'y a pas grand chose d'autre développé autour, le vieillissement devient plus difficile. Les skills de Pogazol étaient incroyables. Et d'ailleurs, ça se voyait au niveau européen, dans les tournois mondiaux ou européens, où il était capable à nouveau de dominer de manière absolument insolente, quoi. Ouais. Tu vois, un marqueur intéressant, il joue encore à quoi, 36-37 ans dans l'équipe des Spurs 2017, fabuleuse avec un fond de jeu et tout ça. Si ça, c'est un très bon marqueur d'intelligence aussi, hein. Ouais, exactement. C'est vrai que c'est peut-être aussi, malheureusement pour lui, si on avait fait le jeu, la saga 2005-2015, peut-être qu'il aurait été top 10, top 15 au niveau de la délimitation des dates. Là, c'est vrai qu'on est un peu obligé de prendre. On coupe un peu de son prime en prenant qu'en 2011 et on prend des mauvaises années. Mais c'est des mauvaises années qui sont pas si catastrophiques que ça. Je pense que ça, c'est le truc, on insiste un peu. Donc, au niveau aussi du 3 points, aussi, j'avais noté ce qui l'aide pas à être efficace, hein, comme tu disais, avec seulement, entre guillemets, seulement du tir à mi-distance. Le 3 points, il en a jamais vraiment pris finalement sur cette décennie, alors qu'il avait le toucher de balle, il avait le jump shot de base. On aurait pu penser qu'il faisait partie de ces joueurs qui pouvaient développer un 3 points, comme certains autres l'ont fait. Finalement, il en prend pour la première fois en 2016 sur cette décennie, et ça dépasse jamais les 2 par match. Donc on n'est pas non plus sur enfin, on est sur un shooter qui n'a jamais vraiment shooté à 3 points. Et après, c'est vrai que de l'autre côté, j'ai l'impression que il a toujours été un peu sous-estimé en défense. Tu commençais un peu à en parler pour Chicago, mais j'ai un peu l'impression que c'était encore le cas aux Lakers, et même d'ailleurs, même les Lakers hors décennie, hein, même les années des titres. C'était pas un défenseur flashy, mais quand même très grand, et surtout avec une bonne technique, et un défenseur, comme j'aime bien appeler, très positionnel, quoi, qui va pas te faire des actions avec un volume énorme, mais toujours en bonne position, et qui a toujours une bonne valeur positive, je trouve, dans les défenses où il a été. Oui, il me fait penser de ce point de vue un peu à ce qui est devenu Nikola Jokic ces dernières années. Ouais, ouais, C'est-à-dire que il va pas sauter partout, il va pas te faire un switch de malade ou contrer et envoyer dans les tribunes le ballon, mais voilà, il faisait pas beaucoup de fautes. C'est-à-dire qu'il limitait les erreurs. Voilà, il limitait les erreurs, il y avait les positions correctes. Euh, donc ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus, sur l'impact défensif qui me semble être sous-estimé, qui en plus n'a pas chuté avec le temps, me oui, semble-t-il. oui. Oui, et puis je pense aussi que à l'époque, enfin, dans cette décennie-là, il y avait moins d'espace, il y avait moins de spacing, et donc peut-être son défaut qui était le manque de mobilité, il aurait plus de mal peut-être en 2022, Oui. s'il avait eu 35 ans en 2022. Là, il se trouve que sur toute la première moitié de la décennie, il est aussi bien aidé par le contexte de jeu de l'époque, où, voilà, même jusqu'à Chicago en 2015-16, il n'y a pas non plus des tonnes de spacing, il n'y a pas des tonnes de 3 points, donc ça lui permettait aussi de survivre un peu mieux peut-être à son manque de mobilité. Donc voilà un peu pour le profil, et c'est vrai que j'ai un peu envie de finir là-dessus. Finalement, combien on compte de saisons valuable? Tu me diras, mais
parce que c'est un peu le jeu, hein, mine de rien, pour ajouter les valeurs des saisons sur cette décennie. Moi, je compte 2011 et 12 comme top saison. 2013, c'est quand même un peu compliqué, hein. En plus, il fait pas tant de matchs que ça, il est blessé, etc. 2014, année complètement pourrie dans des Lakers pas bon du tout. 2015, top année, donc la troisième que je compte pour moi. Top année à Chicago. 2016, encore plutôt pas mal, mais l'équipe est pas top. Je sais pas comment est-ce qu'on prend ça. Et puis 2017, donc la quatrième ou cinquième saison qu'on peut prendre dans une top équipe avec un vrai rôle. Et après, ben, soit ça fait pas les playoffs, soit c'est déclin pour lui. Tu vois, au final, je compte une poignée, on va dire 4-5 sur 10 saisons valuable. Est-ce que j'exagère ou est-ce que ça se tient? Non, ça se tient. Moi, j'avais fait un décompte qui était trois très bonnes saisons. 3 tops, ouais. Ouais, 3 tops, 2012, 2015, 2017. Et 3 saisons correctes. Ouais. Alors 2013, 2014, 2016. Et ensuite, 2 saisons plus oubliables. Ouais, on est d'accord. Donc on va voir comment est-ce qu'on va pondérer tout ça. Stade de playoff, alors mine de rien, il est à 1700 minutes, 61e total de la décennie. Donc là encore, plutôt bien vieilli. Et du coup, passons au classement. Tu l'avais deuxième de ta Q1, toi aussi, il me ça. semble. Du coup, où est-ce qu'on l'imagine, vu que Dragic, pour l'instant, on a classé autour de la 30e place, est-ce qu'on le met au-dessus de ça? Alors, moi, je l'avais entre Kevin Love et Carmelo Anthony. Mais donc 22e, 23e. Je me dis c'est peut-être un tout petit peu haut parce que j'hésite en fait. Bon, c'est plutôt que du coup j'hésite par rapport au classement global, c'est-à-dire que je me dis est-ce que Joe Johnson n'est pas un peu haut et Carmelo aussi. Mais voilà, bon, je vais pas tout bouleverser le classement, je l'avais dans ces eaux-là. Alors, je l'avais pile à la même place. Donc, Bah, écoute, donc ça me va. formidable. Entre Kevin Love, 22e, Carmelo Anthony, 23e. Sachant qu'on avait dit aussi, alors je sais plus, sur un épisode, je crois que c'est avec Antoine, je pense que le groupe Carmelo, Joe Johnson et DeMarcus Cousins va descendre, de toute façon. Oui, Ce qui ferait qu'il serait entre Kevin Love et Ginobili Hayward. Ça m'allait aussi plutôt pas mal parce que, quoique encore, tu vois, il y aurait peut-être une candidature de quoi le mettre au-dessus de Kevin Love, hein, finalement. Parce que Kevin Love, alors que toi t'as bien connu, mais il y a une saison où il est blessé à Minnesota, donc il n'y a que 3 vraies saisons dans un rôle de go-to-guy, on va dire. 3, et après c'est 4 saisons en tant que role-player de luxe à Cleveland, et ensuite des années un peu perdues. ouais, finalement ça se ressemble assez comme C'est carrière, ça, ouais. enfin comme Ouais, décennie, ouais. alors qu'ils n'ont pas du tout le même âge, mais ouais. Et Pogazol a peut-être des trous un peu partout. Mm. Là où Kevin Love, c'est plus sur la fin que ça commence un peu à décliner, mais en tout cas, il y a duel. Ouais, non, ça me va de le mettre là. Ça me va de le mettre là. Bon, bah super. Bah tu vois, on est tombé pile au même endroit. Donc c'est parfait. Et donc, petit quiz pour finir. Alors, t'es pas chanceux, c'est encore un kické dans l'effectif. Et c'est pas un très beau celui-là. C'est pas un très beau du tout. Ce sont les Lakers de 2014. Les fabuleux Oula. Lakers de 2014. L'année où les Lakers manquent les playoffs, évidemment. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs de cette équipe, tu vas voir, qui est magnifique? Attends, c'est l'équipe de Mike D'Antoni Oui, c'est ça. C'est Oui. ça. C'est la deuxième Donc, année. Enfin, Mike D'Antoni arrive en 2013, ils font les playoffs, mais là, c'est l'année où Kobe est blessé. bon, donc il y a Kobe, mais voilà. Ouais. Alors, c'est absurde que soit ça qui me vienne, et je suis même pas sûr qu'il est là, mais est-ce qu'il y a Kendall Marshall? Tout à fait. Kendall Marshall, c'est la saison de Kendall Marshall. Voilà, la saison. Bon, maintenant, Earl Clark, du coup, qui doit... Est-ce qu'il est par là? Non, il y est pas. Il y est pas. Ah, il est pas, il est déjà parti, ok. Est-ce qu'il y a Meta World Peace qui était revenu ou... Je ne crois pas. Je ne l'ai pas noté. Non, je crois pas. Alors, il y avait quand même un autre blessé de cette équipe Super Team. Un blessé qui faisait sa dernière année en carrière et qui depuis est coach. Ah oui, bah oui, Steve Nash, oui. Steve Nash, ouais. Il y avait un autre meneur, d'ailleurs. Un autre meneur des Lakers de ce début de décennie, un backup. Steve Blake. Exactement, Steve Blake. Ouais. Est-ce qu'il y a Andrew Goodluck? Non, il n'y a pas Andrew Goodluck. Il n'y a pas Andrew Goodluck. Mais il y a des noms comme ça. Il y a des noms comme ça. Oui, j'imagine. Ouais. On a quelqu'un qui était passé par chez toi, un très haut choix de draft de chez toi. Un ailier. Il y a Wes Johnson? Exactement. Wes Johnson est là. Oui, qui a pas été affreux aux Lakers, qui est resté 2-3 ans là. Oui, ça lui a valu d'être testé aux Clippers du coup. Ouais. Mais ça n'a pas marché. On avait un shooter qui était titulaire devant Evan Turner à l'époque, à Philadelphie. Jody Mix. Jody Mix, effectivement.
qui est une des stars de cet effectif, pour te dire à quel point. Ouais. On avait un autre shooter fou d'ailleurs, un shooter fou de Washington Wizards, époque déglingo, qui ensuite a été champion avec les Warriors d'ailleurs. Un arrière? Un arrière shooter, ouais, qui est vraiment shooter, qui se retourne, qui met un tir qui se retourne en pensant que le panier est mis. En fait, le panier n'est pas mis. Nick Young? Nick Young, effectivement. Nick C'était Young a Nick été Young. champion avec les Warriors, et bah écoute, j'avais un trou, tu vois, là-dessus. On avait un autre ancien Warriors d'ailleurs, qui a fait une saison rookie aux Warriors, qui là était aux Lakers et qui ensuite signera des contrats à Atlanta. Gros contrat à Atlanta. Il a encore un NBA, je crois, en tant que journeyman. Ah, Ken Bazemore. Exactement, Ken Bazemore est là. Alors, est-ce que... Ça, c'est dark hein, comme effectif. Attends, on n'a même pas fait les meilleurs noms encore. On avait un pivot All-Star, ancien pivot All-Star des Clippers, un pivot offensif, qui sera connu, d'ailleurs c'est cette saison-là qu'il va être connu pour un match à Cleveland où il s'allonge sur le banc en mode viking. Ah, oui, Chris Kaman. Chris Kaman, effectivement. Oui. Eh oui, oui. On avait un autre intérieur, alors lui, je sais pas si tu l'auras, qui était un très haut choix de draft des Knicks, qui est le joueur que les Knicks ont choisi à la place de Stephen Curry, parce que Stephen Curry était parti un pick avant. Ah, Jordan Hill. Jordan Hill était là. On avait un arrière, non pas même draft d'après, draft 2010, un arrière très talentueux, drafté très haut, passé par Kansas, la fac de Kansas, mais qui a jamais rien donné. Drafté par, je vais pas dire de bêtises, par Memphis, je crois, je sais plus. Selden? Non, c'était Xavier Henry. Oui, Xavier Henry. Oui, drafté par Memphis, ouais, d'accord. Bon, je t'épargne. Est-ce que tu aurais eu un autre meneur, Jordan Farmer, tu l'aurais eu ou pas? Ouais, j'aurais pu le retrouver, mais bon. On avait un intérieur, alors lui, je suis pas sûr de t'en souvenir, qui a un nom de rappeur. un rappeur qui a eu des soucis avec la justice en plus. Non, c'était Ryan Kelly. Oui, Kelly. Un arrière shooter, blanc, Ouais, tout à fait, qui était passé par Duke. Intérieur shooter, ouais. La fabuleuse équipe de Duke, de Mason Plumlee et Seth Curry. On avait Marshawn Brooks aussi qui était par là. Et puis le dernier, un pivot un peu iconique de ces Lakers totalement nuls. Robert Sacré. Exactement, Robert Sacré. Ah, il m'est revenu d'un coup là, ouais.